Attends, je me pousse. Donc, hop. Je suis pas Miss PTO, hein, donc je suis pas très fort à pointer. Donc là, c'est AV, bien sûr. Loopring, une solution de Layer 2 que je n'ai pas citée, mais qui est extrêmement intéressante, avec le token LRC. Bact, une institution qui est assez intéressante, qui a fait pas mal de bruit en 2019. Faudra qu'il se réveille en 2021, parce que pour l'instant, c'est un petit peu en dessous. OpenSea, la plus grosse place de marché des NFT. On a DYDX, grand échangeur décentralisé. Compound, qui est caché un peu par là. Je suis pas sympa, mais bon, c'est Compound, voilà. YEarn, qui est présent ici. On a SNX également. Et je crois que j'ai tout fait. Donc voilà, les acteurs de la finance décentralisée, le futur de la finance. Bienvenue dans ce nouvel épisode hors série dans lequel nous prêtons notre micro à un spécialiste ou acteur de l'écosystème des crypto-monnaies. Aujourd'hui, je reçois Mark Zeller de AAV, le protocole de prêt phare de la DeFi. Avec lui, on va échanger sur les tendances de la DeFi pour 2021, faire un petit flashback de cette folie de 2020 et discuter bien sûr de finances décentralisées au global avec le Layer 2 qui pourrait changer beaucoup de choses et en bref, les défis de la DeFi. Tu remarqueras d'ailleurs, Marc, ce fabuleux jeu de mots. Il est excellent. Je suis pas extrêmement fier, mais bon, ça marche. Marc, merci d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas, s'il te plaît. Bonjour, je suis Mark Zeller. Je suis arrivé dans les cryptos à la fin de l'année 2015 parce que j'ai rencontré des amis et on a fondé ensemble un truc qui s'est appelé d'abord l'Asset et puis ensuite c'est devenu Ethereum France. Donc ses amis c'est Simon Pollereau et Jérôme de Tichet et pas mal de camarades dans la bande. On a lancé des workshops sur Ethereum, des meet-up et on avait fait de la vulgarisation sur Ethereum pendant longtemps. Puis j'ai fait de la crypto mon métier assez rapidement au final, puisque en 2016 j'ai rejoint Consensus pour travailler sur des dynamiques de finance décentralisées, même si ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais on réfléchissait qu'un jour, peut-être que dans le futur lointain, on arrivera à faire des plans d'épargne décentralisés directement sur la blockchain Ethereum, etc. Comme quoi ce futur n'était pas si lointain, on le verra ensemble. Et ensuite, j'ai travaillé chez la maison du Bitcoin, qui est devenue Coinhouse, qui est l'un des prestataires de services en actifs numériques, où je faisais de l'analyse et de la recherche directement pour le nom d'investisseurs. Et j'ai eu beaucoup de chance et le privilège de rejoindre l'équipe d'AV, qui s'appelait Headland, encore à l'époque, en 2019, pour lancer le protocole qui a été lancé, qui est le protocole actuel AV, dont on va probablement parler, qui s'est lancé en janvier 2020, et qui est passé de 0 à bientôt 4 milliards. Enfin, on n'est pas loin, 3 milliards et demi de dollars de dépôt. Justement, ce protocole AAV, je pense que beaucoup de gens le connaissent, mais est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bah, c'est clairement AV, c'est un protocole de finance décentralisée, donc c'est tout ce qu'on appelle la DeFi, et ça se veut comme une interface, vraiment un intermédiaire financier entre différents services, où des gens il y a deux types d'utilisateurs. Il y a les gens qui vont apporter de la liquidité, et c'est pour ça qu'on parle souvent de compte d'épargne décentralisé ou en actifs numériques décentralisés. Donc on va pouvoir apporter des actifs, des cryptoactifs qui sont soit spéculatifs, soit non spéculatifs, puisque sur Ethereum, on a ce qu'on appelle les stablecoins. Donc on a des crypto-monnaies qui sont indexées la plupart du temps au dollar, donc qui vont ni monter ni descendre, mais vraiment servir de monnaie numérique. Et en fait, ça, on va avoir souvent un retour, donc une dimension de revenu passif dessus. Et d'où vient ce revenu passif? D'une autre partie des utilisateurs, qui sont les emprunteurs, qui vont avoir accès à cette liquidité en échange du paiement d'intérêt. Et comme il n'y a pas d'intermédiaire, tout se fait on-chain, donc sur la blockchain Ethereum, tout se fait de manière auditée, auditable et transparente. Ça a été un gros succès sur l'année 2020. La défi n'a pas commencé en 2020, mais a vraiment explosé en 2020 et notamment cet été. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un secteur des cryptoactifs qui est aux alentours de 25 milliards de dollars de dépôt, et bien plus que ça si on compte toutes les liquidités, puisqu'il y a des liquidités qui forcément sont empruntées, mais voilà, on est entre 25 et 30 milliards de dollars aujourd'hui. Et quel est ton rôle précisément chez AAV?
Alors moi, le titre de mon rôle, c'est Integration Lead, puisque comme on est un protocole qui est décentralisé, open source, n'importe qui peut aller créer des services financiers sur la plateforme AV. Et du coup, moi, mon rôle, c'est de faire l'interface entre cette partie technique, notre architecture de smart contract sur la blockchain Ethereum, et l'interface d'autres services. Et ça, c'est ce qu'on appelle des intégrations. Donc, toutes ces applications qui vont se servir d'AV. Et du coup, je suis là pour rendre la vie des développeurs qui travaillent sur AV plus facile. Et c'est une question peut-être compliquée, comme tous les protocoles décentralisés, mais vous êtes combien à travailler sur AAV autour du globe? Alors AV, on est 33 maintenant. On commence à grossir. Je crois que je suis le 12e ou le 13e chez AV. Et on commence à bien grossir, mais ça c'est le truc qui est impressionnant parce que on dit par exemple la finance décentralisée c'est l'avenir des banques ou ce genre de choses, mais même à d'autres échelles, se dire que par exemple Uniswap ils sont 11. Uniswap c'est le plus gros échangeur décentralisé d'Ethereum qui font des volumes qui sont très régulièrement supérieurs à Coinbase qui est par exemple un géant du marché. Et, euh, et nous, on est 33, et se dire que des équipes comme ça de 10 à 50 personnes peuvent représenter des milliards de dépôts et vraiment des centaines de milliers d'utilisateurs. On n'a plus besoin d'être 50 000 dans un service financier pour faire tourner quelque chose, et ça, c'est grâce à la blockchain Ethereum. C'est grâce à cette technologie qu'on arrive à cet effet où on peut construire de grandes choses, même avec peu de personnes au final. Ouais, c'est clair que ça change beaucoup de choses et c'est impressionnant. On reviendra justement sur toute cette partie-là et sur le côté AAV, comment vous faites pour sécuriser une TLV aussi énorme. Est-ce que tu arrives à bien dormir la nuit? Bah, t'as vu ma tête, est-ce que je dors? Effectivement, ça peut donner un indice. Mais avant ça, on enregistre ce podcast toute fin janvier 2020. Le token AAV est à 235 dollars à peu près. Qu'est-ce qui explique cette montée-là? Est-ce que il y a une news derrière très importante? Alors, je sais que Cryptomatrix a une idée, c'est que tu viens de sortir ton tracteur. Et quelle est la vraie raison de cette poussée-là des tokens DeFi en général d'ailleurs? Bah, je ne peux ni confirmer ni infirmer cette information. mais mais je pense que en fait le marché est vraiment il y a plusieurs choses qui se mettent en place et c'est mon analyse personnelle et bien sûr ce sera pas un conseil en investissement, mais je pense que euh, le marché des cryptoactifs, c'est cyclique. C'est-à-dire qu'il y a toujours le Bitcoin qui va lancer le mouvement et qui va concentrer vraiment la plupart des investissements parce que c'est la porte d'entrée royale, la voie royale dans le secteur des crypto-monnaies, c'est le Bitcoin. Et ça passe par un indicateur qui est assez connu dans l'écosystème qu'on appelle le Bitcoin D, la dominance du Bitcoin, donc la part du Bitcoin dans le gâteau global du marché des cryptoactifs. Et là, on était sur des valeurs d'une part qui étaient assez fortes, 70-72%, ce qui est généralement un pic, donc vraiment un top du Bitcoin qui va laisser la place à un roulement sectoriel finalement des investissements. Et le Bitcoin va céder la place à d'autres actifs, notamment Ethereum. Et la DeFi commence à devenir un secteur d'investissement qui intéresse les investisseurs. Et donc, on a cet effet que la Bitcoin dominance a perdu 10 points sur ces 2 dernières semaines. Aujourd'hui, la dernière fois que j'ai regardé, on était à 62% de part du Bitcoin, alors qu'on était à 72 il y a quelques jours. Et donc, Ethereum en a profité énormément. La valeur d'Ethereum par Ether augmente quand elle est labellisée en Bitcoin. Ethereum a touché son all-time high très brièvement, mais je pense qu'il y retournera après. C'est mon point de vue personnel. Et la DeFi, c'est le troisième mouvement. Et en fait, le secteur se réorganise financièrement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont promis beaucoup de choses en 2017. Il y avait la fameuse vague des ICO, je pense que tout le monde dans le secteur en a entendu parler. Beaucoup de gens ont levé beaucoup d'argent sur beaucoup de vents. Et qu'aujourd'hui, les marchés vont venir favoriser ceux qui ont créé des produits, qui ont créé des écosystèmes, qui ont créé des choses qui fonctionnent, et pénaliser très fortement des choses, des secteurs qui ont fait beaucoup de promesses, mais il n'y a pas grand-chose à montrer. Et je pense que les grands exemples là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, tu as Uniswap, SNX et AV qui se sont tous logés dans le top 20, qui sont trois leaders majeurs dans la finance décentralisée et qui dépassent aujourd'hui, par exemple, AV en valorisation, c'est plus gros que Tezos. Tezos, c'est un protocole entier
C'est très soutenu en France, etc. Mais aujourd'hui, il y a peu d'utilisateurs, il y a peu d'applications concrètes, ça a séduit assez peu de développeurs dans les faits. Donc, une simple application sur Ethereum peut déplacer un protocole entier. C'est ce qui s'est passé aussi. Uniswap, aujourd'hui, c'est plus gros que EOS, qui est une blockchain entière, qui pourtant a levé 4 milliards de dollars pendant une ICO qui a été monstrueuse, qui est le record de tous les ICO en 2016, puis qui s'est terminé en 2017, ça a duré un an. Et aujourd'hui, tu as Uniswap, 11 personnes qui ont levé 1 million de dollars en 2019, je crois, et qui est plus gros que EOS. Donc il y a vraiment, le marché se réorganise, va favoriser ceux qui ont travaillé, qui ont fait leur devoir, et pénalise. Donc il y a vraiment des vases communicants. Et je pense que on aura des valeurs défis qui vont dépasser des protocoles comme Bitcoin SV, des protocoles comme XLM Stellar. Probablement, on voit que Ripple commence à perdre des places dans le top 10. Je suis pas de ceux qui pensent que Ripple sera partie du top 10 cet été. Après, c'est pas un conseil, hein, mais c'est pourquoi? Parce que le marché se réorganise. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te poser une question pour laquelle on a déjà apporté quelques éléments de réponse dans notre série sur la DeFi qui est sortie cet été. Alors, elle date un petit peu, mais les éléments à l'intérieur sont toujours d'actualité et c'est très intéressant à écouter. On avait par ailleurs reçu dessus Token Brice, Pascal Talarida, les avocats de chez Orwell et Philippe Denoyer qui vient d'ailleurs de lancer sa formation dans la DeFi. D'où viennent ces rendements dans la finance décentralisée? C'est celle-ci, cette question qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux. Si on a des rendements si élevés, que ce soit sur AAV ou dans le farming, c'est bien qu'il y a des gens qui perdent. Alors, qu'est-ce que tu réponds à cette fameuse question, à cette fameuse interrogation des taux d'intérêt de la DeFi? Bah, je pense qu'il faut mieux poser la question dans le sens où qui est prêt et qui est content de payer ses rendements. Parce que forcément, on l'a dit, ça, les gens se disent bien, il n'y a pas de subvention, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est les gens qui empruntent la liquidité disponible dans la finance décentralisée, qui payent des intérêts, et ces intérêts qui vont dans la poche à ceux qui apportent la liquidité, donc les déposants. Et qui est content aujourd'hui de payer 23% sur du DAI, ça c'est les chiffres sur AV, 7% sur de l'USDC, 17% sur de l'USDT, qui est prêt à payer ces fameux taux d'intérêt, alors que bah à Boursorama, moi j'ai le droit à un prêt à 1% pour acheter une maison. Donc on se dit, les taux d'intérêt sont planchers dans la finance traditionnelle. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont contents de payer 23% dans la finance décentralisée? Et pourtant, la demande ne désemplit pas. Il y a de plus en plus de demandes et les volumes d'emprunt suivent les volumes de dépôts, puisqu'il y a eu énormément de dépôts en 2020 et en 2021 dans la finance décentralisée. Si les volumes d'emprunt n'avaient pas suivi, on se retrouverait avec 0,03% de rendement sur un dépôt en DAI, par exemple. Et déjà, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que la première chose, c'est comment cet argent est utilisé. La plupart du temps, il ne faut pas se leurrer, 90% de l'usage, voire plus, c'est en objectif spéculatif. C'est que les gens vont déposer en dépôt de garantie des actifs spéculatifs de type Bitcoin. Donc avec le WBTC, ça représente plus de 700 millions de dollars chez AV. Ethereum, ça représente 560 millions de dollars chez AV. Chainlink, ça représente plus de 300 millions. J'ai plus le chiffre en tête, mais non, 650 millions. J'étais bien en dessous. Donc voilà, ils déposent des actifs spéculatifs et ils empruntent des stablecoins pour s'acheter plus d'actifs spéculatifs. Pourquoi? Parce qu'ils font le pari que ce qu'ils achètent avec ces choses qui leur coûtent 10, 15, 20% par an, ces actifs qu'ils achètent vont surperformer leur taux d'intérêt. Et c'est leur pari. Aujourd'hui, en 2020, ce pari a été explosé. Ça a été très dur de rater ce pari sur 2020. Après, chaque situation est unique. Et bien sûr, bah, il y a des gens qui ont pris trop de risques et qui ont été pénalisés par le marché là-dessus. Mais voilà. Donc aujourd'hui, les gens qui investissent pensent qu'ils peuvent surperformer les taux d'intérêt. Et surtout, comparons ce qui est comparable. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la finance centralisée, ce que vous allez trouver chez des échangeurs de type Binance, Coinbase, etc., qui vont vous proposer ce qu'on appelle des effets de levier qui soient forts ou pas forts. Donc vraiment prendre des positions, utiliser son capital en collatéral pour pouvoir acheter plus de crypto et éventuellement parier sur une hausse ou une baisse d'un actif. Quand on regarde les taux d'intérêt, ce que ça coûte dans la finance centralisée, on se rend compte qu'en fait les taux de la DeFi sont 3 à 4 fois moins chers.
C'est faites le calcul de combien ça coûte du margin funding sur Binance, sur Kraken, sur FTX, et vous allez vous retrouver très rapidement face à des taux à 3 chiffres. Alors bien sûr, quand on est trader occasionnel, on s'en rend pas compte parce que on prend une position sur une journée, 2 jours, 3 jours, 2 minutes, selon le style de trading. Mais en fait, c'est pareil dans les défis, parce que des gens prennent des positions, mais ils vont pas emprunter pendant un an. Généralement, ils prennent des positions sur quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ça dépend des profils d'investisseurs, mais c'est pas des prêts long terme, généralement. Mais il y a un roulement des emprunteurs qui fait qu'il y a un volume constant de demande. Donc voilà. Donc beaucoup de gens disent c'est cher les emprunts sur la défi. Et moi je réponds faites la comparaison. En fait c'est 3 à 4 fois moins cher. Pourquoi? Parce qu'on a supprimé les intermédiaires. Il n'y a pas besoin de payer le CEO de Binance. Il n'y a pas besoin de payer des bureaux partout dans le monde, des gens qui font du marketing, etc. Avant d'ouvrir le thème des défis de la DeFi sur 2021, on fait un petit flashback et on fait le point sur cette année 2020 qui a été folle. Une TLV monstre qui s'envole, des projets qui naissent, d'autres qui se renforcent. Comment tu as vécu et comment vous avez vécu chez AAV cette folle année de 2020? On a beaucoup bossé et ça se voit sur nos visages. On a un peu les marques et on continue parce qu'il reste beaucoup de choses à produire. Mais je pense que la défi, pour beaucoup de gens, ils ont découvert ça à l'été 2020, mais après, c'est des mécanismes qui sont assez anciens, en fait. C'est, comme j'ai dit, moi j'ai travaillé sur ces questions chez Consensus dès 2016. MakerDAO, c'est un projet qui a commencé à se former aussi en 2016 et qui a sorti ses premières versions en 2017. Compound aussi, c'est 2018. Donc c'est un secteur qui existait déjà. Donc il y avait déjà une partie de l'infrastructure qui était déjà là et qui attendait son étincelle. Et donc vraiment, cet été, avec la sortie, et je pense que ça a commencé avec Compound, il y a beaucoup de gens, il y a une sorte de consensus dans l'écosystème que dire que le protocole Compound Finance, quand ils ont sorti le Comp Token et qu'ils ont un peu réinventé le yield farming et tout ce qu'on a eu cet été, ça a été l'étincelle sur un baril de poudre qui a transformé un secteur qui vivotait et qui vivotait très bien, parce que c'est déjà des chiffres très honorables, entre 600 millions de dollars et 1 milliard de dollars, et il l'a transformé en quelques semaines, en quelques mois, en secteur, en industrie, je dirais même, de 20 à 25 milliards de dollars. Et tout ça, ça s'est passé en 6-7 mois. Et justement, là tu viens d'identifier Compound. Est-ce que tu serais capable, en dehors de Compound du coup maintenant, de citer deux autres événements pour avoir les trois gros événements de 2020 selon toi qui ont changé le visage de la DeFi? La sortie de YEarn, c'est-à-dire que il y avait beaucoup de stratégies de farming et d'optimisation auparavant, mais ça demandait une connaissance parfaite du secteur, une connaissance technique très élevée. Et YEarn, pour arriver, et d'ailleurs on le voit dans mon décor là, arriver à dire bah les gars, nous on optimise tout, on fait tout sur smart contract, donc ça va fonctionner tout seul. Vous déposez, ça travaille, votre argent travaille, ne dort plus mais travaille. Nous on l'optimise, on prend notre petite fille, etc. Et il y a avant on avait ces plans d'épargne décentralisés où on apportait juste des actifs non spéculatifs et ces emprunteurs allaient nous payer des intérêts. Maintenant YEarn, ils ont eu le génie de dire bah ouais mais ça va être nous les emprunteurs en fait et c'est nous qui allons faire travailler cet argent directement pour booster les gains. Et le génie de YEarn et des actifs et des protocoles qui ont suivi, ça a été de se dire cet argent qu'on dépose chez nous, on va aller le déposer aussi chez AV. Et comme ça, on aura le revenu des dépôts chez AV et en plus, au-dessus, on va stacker, donc vraiment empiler les rendements, mettre notre rendement. Et en fait, ça s'est pas arrêté là, puisque après, tu as des acteurs comme Harvest Finance, par exemple, ou Pickle, etc., qui se sont dit, ah mais attends, nous, on va faire notre propre truc, donc on va gagner notre propre rendement, et notre argent, on va aller le déposer chez YEarn. Et YEarn, il va aller le déposer chez AV, etc., etc. Et du coup, en empilant ces rendements, c'est les fameux rendements 2 chiffres, voire de haute, voire 3 chiffres qu'on a eu cet été. Aujourd'hui, ça s'est bien calmé, mais ce qui fait qu'on arrive à extraire de la finance décentralisée tout en correspondant à une activité économique réelle des rendements qui sont à 2 chiffres et à 2 chiffres qui, à mon avis, sur la fourchette basse, peuvent durer sur le long terme. Et le dernier point, du coup, pour compléter les trois grandes tendances. Ah bah, c'est l'émergence de Uniswap, SushiSwap et Balancer qui sont les échangeurs décentralisés qui ont
complètement écrasé la concurrence sur les échangeurs centralisés qui étaient pourtant des géants du secteur, hein, Coinbase qui prépare leur IPO, donc leur entrée en bourse en 2021. Les bruits de couloir parlent de 20, 30, 50 milliards de capitalisation pour un lancement sur le marché, ce qui est énorme. Bah, Uniswap, 11 personnes, un token que tout le monde peut acheter. Il n'y a pas besoin d'être accredited investor, de gouvernance réellement décentralisée, avec aucun bouton stop, et ils font beaucoup plus de volume et de manière assez constante, hein, depuis cet été. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, ça va être très très dur, et on parlera de la scalabilité et de la baisse potentielle des vecteurs et des solutions qui vont faire baisser les frais de transaction sur la blockchain Ethereum. Mais je pense que ça va être très très difficile pour ces acteurs centralisés d'être compétitifs en 2020. Ça va être un peu pour moi la chute en termes de volume et en termes d'utilisateurs de ces plateformes au profit de la finance décentralisée. Une question qui va de pair avec les rendements qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est l'aspect château de cartes de la DeFi. T'empruntes, tu déposes, tu réempruntes avec un dépôt, avec ton collatéral, tu fais encore autre chose, tu peux les placer dans le farming il va redéposer ailleurs. Enfin, pour certains, c'est vrai que cet aspect château de cartes fait passer la crise des subprimes pour quelque chose de ridicule à côté. C'est une interrogation qui, d'après toi, a sa place ou pas? Bah, après, c'est une question de point de vue. Évidemment, il n'y a pas de rendement sans risque. Et ça, c'est très important de le poser et de l'exposer. C'est que c'est impossible d'avoir un rendement sans risque. Ou alors, ça s'appelle un livret A, mais c'est inférieur à l'inflation, donc c'est pas un rendement, puisque au final, la quantité d'euros que vous aurez à la fin de l'année vous permettra d'acheter moins de choses et de dépenser moins enfin, d'acquérir moins de choses que ce que vous aviez l'année dernière. Donc c'est difficile de parler de rendement dans ce cas-là. Ça c'est une première chose. Mais après, de mon point de vue, la finance décentralisée aujourd'hui est plus sûre que bien des produits financiers qu'on trouve dans le monde traditionnel. Alors bien sûr, ce sera plus risqué qu'un dépôt classique si vous êtes au LCL, mais en même temps, c'est pas du tout les mêmes choses. Mais je trouve que à risque égal, le rendement est plus intéressant dans la finance décentralisée parce qu'on a retiré tous ces intermédiaires. Après, ce qui est vrai, c'est que quand on empile les rendements parce qu'on empile les protocoles qui vont aller déposer les uns chez les autres, on empile le risque. Et toute chaîne et toute sécurité de toute chaîne est égale à la sécurité de son maillon le plus faible. Et c'est ce qu'on a vu chez des acteurs comme Harvest Finance, où il y a eu un hack, Pickle Finance qui a été hacké, Cream qui a été hacké, etc. Où on a eu énormément d'acteurs. On a eu pour 125 millions de dollars de hacks dans la DeFi en 2020, si je dis pas de bêtises. C'est un chiffre qui est absolument monumental. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que MakerDAO a pas eu de problème particulier. Ils ont eu un problème en mars, mais finalement, personne, tous les déposants, en tout cas les gens qui avaient du DAI n'ont pas perdu d'argent dans cette histoire. AV n'a pas eu de problème en 2020, pour l'instant pas en 2021, et on fait tout ce qu'on peut pour que ça n'arrive pas. Compound, ce n'est pas arrivé non plus. Wi-Fi, ce n'est pas arrivé non plus. Uniswap non plus. SushiSwap non plus, etc., etc. Donc il y a vraiment... Il faut bien comprendre qu'un protocole qui est décentralisé, n'importe qui peut écrire quelques lignes de code et le montrer au monde. Et après, bah, si des gens, si moi dans mon garage, ou quelqu'un qui a commencé à coder il y a 2 semaines dans son garage, se dit je vais faire le futur de la finance, et il déploie ça, et du coup il y a des gens qui déposent 100 millions de dollars dans son smart contract, sauf que bah en 2 semaines on n'a pas appris toutes les notions de sécurité et qu'un hacker passe derrière pour récupérer les 100 millions. Bah c'est possible. Il y a rien qui peut l'empêcher sur la blockchain Ethereum. Après, aux investisseurs aussi de faire leurs propres recherches et de se dire, bah, par exemple, AV, il y a eu 5 audits indépendants de sécurité. Il y a le safety module qui vient couvrir pour 250 millions de dollars les pertes potentielles. Uniswap, ils détiennent pas les fonds, etc. Compound, je crois qu'ils ont entre 10 et 15 millions de dollars de fonds de protection. Donc, tout le monde n'est pas forcément à la même enseigne et tout le monde n'a pas forcément le même sérieux. Donc, le message que je voudrais faire passer aux investisseurs, c'est faites vos propres recherches. Il y a des rendements qui ont l'air hyper attractifs, mais ça n'existe pas 4 chiffres de rendement dans la DeFi de toute façon. Puis même dans la vie en général.
On rentre dans le cœur du sujet, celui pour lequel je ne dors plus, nous ne dormons plus à la rédaction de Cryptos depuis des semaines pour chercher le jeu de mots idéal, les défis de la DeFi. Quels sont les grands mouvements qui nous attendent en 2021? Quels sont les défis qu'attendent l'écosystème? Est-ce que c'est plutôt le layer 2? Est-ce que c'est plutôt les assurances? Est-ce que c'est plutôt l'interopérabilité? Quels sont les mouvements qui nous attendent dans les prochains mois? En fait, il y a trois énormes mouvements qui arrivent. Euh, le premier, ça va être la scalabilité. C'est-à-dire que tout le monde parle d'Ethereum 2.0 à horizon 2022, etc. Et effectivement, Ethereum 2.0 arrivera à sa phase 2 si on est optimiste au début de l'année 2022. Si on est optimiste. Moi, je fais pas partie des plus optimistes là-dessus. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que la scalabilité, c'est-à-dire la possibilité de faire plus de transactions pour moins cher, si je dois le vulgariser de cette manière, elle va pas attendre 2022, elle est déjà là. Et ça s'est vu parce que il y a moins de 10 jours, il y a 9 jours, il y a Synthetix Network, qui est l'un des acteurs majeurs de la finance décentralisée, qui a migré sur le layer 2, qu'on appelle un roll-up dans ce cas-là, optimistique, sa partie de staking. Et du coup, dès aujourd'hui, en fait, on peut mettre en enjeu ces SNX, toucher, bon après ça reste assez limité, mais c'est le premier pas, et tout ça pour des frais de transaction qui sont inférieurs au centime, même si on fait 5 à 10 transactions. Il y a des acteurs tels que Uniswap qui ne l'ont pas annoncé officiellement, mais sont en train de travailler depuis très longtemps sur la même technologie et qui vont se déployer ce trimestre. Moi, je suis prêt à faire le pari. On verra quand le podcast va sortir, si c'est déjà sorti, si ça sortira. Mais le pari que je fais avec la communauté, c'est que ça sortira sur Layer 2 Uniswap avant la Saint-Valentin. On verra. Il reste encore quelques semaines pour que ça marche. Et on verra, l'histoire le dira. Mais en tout cas, ce trimestre, ça me semble assez acquis. Avait forcément travaillé sur ces questions de manière très active. Il est un petit peu tôt pour qu'on communique officiellement, mais on peut communiquer le fait qu'on travaille dessus de manière très active. Aussi, tous les protocoles de type gaming, NFT, etc. sautent le pas. Aujourd'hui, se dirigent massivement sur une sidechain qu'on appelle Matic. Et on a par exemple Avegochi qui se lance début février sur Matic, Comet qui réfléchit à Matic et qui éventuellement se lancera dessus au milieu du mois de février, au début du mois de mars, OpenSea, Rarible, etc. Et tout ça, ça permet, je pense que quand les gens vont utiliser Matic, il y a quelque chose qui est réel et qui va être très bizarre dans la tête des gens qui sont là depuis un petit peu plus longtemps et qui ont utilisé Ethereum en 2020 notamment, c'est que les gens qui arriveront en 2021 et qui feront des transactions en une seconde et que ça leur coûtera un centime de frais de transaction ne vont pas nous croire quand on leur montrera ce qu'on a dépensé en frais de transaction en 2020 sur la blockchain Ethereum. Ils vont dire, mais vous êtes complètement tarés les mecs. Comment vous avez pu accepter de faire ça? Parce que leur expérience utilisateur n'a rien à voir. Et ce niveau-là, ça arrivera pendant ce trimestre. Ça arrivera au plus tard durant le mois de mars, peut-être le mois d'avril, mais avant l'été, quasiment toute la finance décentralisée qu'on connaît actuellement sera sur des solutions de scalabilité. Et du coup, on pourra utiliser AV et faire des dizaines de transactions dessus en dépensant quelques centimes. Et du coup, la question des frais de transaction sera complètement une question subsidiaire dans la tête des gens. Ça va permettre, à mon sens, un énorme impact. C'est qu'on va passer que aujourd'hui la finance décentralisée, c'est 500 000 à 1 million de personnes à peu près, selon la manière dont on compte, etc. Je pense qu'on va passer en 2021 à 10 à 20 millions de personnes. Donc ça va vraiment grossir de manière assez franche si on reste conservateur. La deuxième chose qui arrive et qui est assez importante, c'est que les institutions arrivent dans la DeFi directement. Aujourd'hui, on a des gros acteurs institutionnels qu'on n'est pas encore prêt à communiquer publiquement, mais qui sont déjà arrivés chez AV en déposant et en emprunteur. Et ce qui va accélérer l'arrivée de ces acteurs-là, c'est que en fait, toutes les protocoles DeFi, ce sont des smart contracts, donc c'est décentralisé, donc c'est ce qu'on appelle permissionless. N'importe qui peut y accéder et il n'y a pas de vérification anti-blanchiment, d'identification de clients, etc. Toutes ces choses qui sont dans la finance traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'on n'échange que des cryptoactifs. Mais en fait, pour transformer la DeFi telle qu'elle existe actuellement en quelque chose qui est 100% compliant,
donc qui respecte absolument tous les protocoles d'identification client, etc. Bah, la seule chose qu'il faut, c'est un module de waitlist, c'est-à-dire une liste blanche en disant, bah, pour utiliser cette application, il faut que vous ayez montré votre passeport à tel processus d'identification, etc. Et du coup, on pourra lier votre identité et votre identité en tant qu'entité à telle adresse, vos mouvements à tel machin. Et ça va être le déclencheur qui va permettre aux institutions qui aujourd'hui disent c'est vachement marrant votre truc, mais moi mon service de conformité il acceptera jamais qu'un mec avec un ledger arrive et fasse joujou avec des millions, voire des dizaines de millions vu ce genre d'acteurs. Ils vont pouvoir avoir accès à des protocoles qui ressembleront à ceux actuels, qui seront exactement les mêmes au niveau du code, mais auront toutes les cases cochées en conformité. Et ça va, à mon avis, et c'est aussi ma prévision, qu'on va passer d'un secteur de 25 milliards à mon avis, à un secteur de 200 milliards sur l'année 2021. Puisque eux, quand ils déposent ce type d'acteurs, c'est pas pour déposer les 1000 euros qu'on a de côté. Ça, c'est une deuxième chose. Le troisième mouvement que je pense important, c'est que on va avoir... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, le troisième mouvement que je pense qui va être important, c'est que la frontière entre DeFi et CeFi, donc entre finances complètement décentralisées et finances centralisées, entre guillemets, va être de plus en plus floue, puisque les protocoles vont rester complètement décentralisés, mais de plus en plus d'équipes vont obtenir, et ça on l'a vu, le premier c'était Kraken qui a obtenu un bank charter dans l'état du Wyoming, Revolut qui commence qui veut faire de plus en plus de crypto, qui a obtenu aussi une licence au Royaume-Uni, AV Holding Ltd qui est une entité qui est proche de l'équipe Genesis Team de AV, qui a obtenu une Electronic Money Institution en Angleterre également. Et en fait, on va avoir de plus en plus de Revolut de la crypto entre guillemets, dans le sens où on aura des néobanques entre guillemets, mais qui seront spécialisés et seront vraiment sur les protocoles de finances décentralisées, où on pourra avoir sa propre carte bleue parce qu'il y a une vraie licence, on pourra avoir son propre IBAN, on pourra recevoir son salaire directement et le déposer, ou emprunter directement sur un protocole et que cet emprunt soit converti en euros ou en pounds ou etc. et envoyé sur un compte. Donc toutes ces choses-là vont rendre l'ensemble du secteur, qui aujourd'hui est inaccessible et inintelligible à 98% des gens, comme la norme. Et je pense que d'ici 5 ans, bah, ça, 90% des gens qui ont moins de 30 ans, ils seront sur ce type de compte en banque, ils n'auront jamais un compte à la BNP. Ça n'a pas de sens. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses de faites depuis 2017-2018, les soubresauts de la DeFi, mais on a du mal à se dire quand est-ce que ça va arriver ce monde-là, si c'est bientôt Elle est ou dans beaucoup longtemps. plus proche qu'on le croit. Je pense qu'elle est beaucoup plus proche qu'on le croit et que ça va aller très très vite. Surtout que il y a la meilleure pub pour la DeFi, c'est que les taux d'intérêt négatifs arrivent dans la finance traditionnelle. En France, on est encore relativement épargné, mais en Suisse, c'est devenu presque le standard. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent sur un compte de dépôt, on va vous retirer entre 0,1 et 0,5% par an directement. On va venir puiser sur votre compte parce que c'est comme ça. En Allemagne, ça a bien commencé énormément. Et la France est la prochaine sur la liste, très clairement. Et sur la DeFi, c'est-à-dire que les gens auront, soit ils gagnent, soit ils perdent 0,5% par an, soit ils gagnent entre 4 et 12% sur des protocoles DeFi. La question est vite répondue, comme il disait l'autre. Et un mot sur les assurances dans la DeFi. Beaucoup pensent et disent que ça sera le maillon essentiel à la démocratisation de la DeFi qui fait peur, avec parfois quelques hacks qui font mal à l'écosystème. Quelle vision toi tu portes sur les assurances? Je pense par exemple, il est français en plus, et je le salue, Marwan, qui a lancé Unslash Finance, si je le dis bien. Je le dis sans doute pas bien, mais je le dis. Qu'est-ce que tu penses des assurances? Quel est le regard que vous avez sur les assurances d'ailleurs chez AAV? Chez AV, on a une autre vision, c'est-à-dire Unslash, bah, moi je respecte beaucoup le travail de Marwan, mais on a pris un autre chemin avec AV. C'est-à-dire que nous, on a cet aspect 100% décentralisé,
ils sont eux dans un esprit un petit peu plus centralisé. Hein. C'est ce qu'on appelle le CeFi mindset dans l'écosystème. C'est on fait des protocoles décentralisés, mais à l'intérieur du crâne, ça n'a pas encore eu le déclencheur. Après, bon, voilà, ça retire rien à la qualité de leur travail, loin de là. Mais en fait, AV c'est décentralisé et aussi le protocole AV, il est détenu par les gens qui ont l'actif AV. Donc il y a vraiment cet aspect gouvernance, il y a des votes. On a eu 7 AV Improvement Proposal au cours des dernières semaines qui permettent de lister des nouveaux actifs, de changer la politique de distribution des tokens directement à ceux qui stake, etc. Et du coup, on a cette politique autour de ce qu'on appelle le safety module, qui est un fonds de protection du protocole, protection qui est assurée directement par ceux qui ont du AV et qui souhaitent participer à la protection du système en échange de la distribution de ce qu'on appelle des écosystèmes réserves. Donc, on va les rémunérer en AV parce qu'ils prennent ce risque directement de venir protéger le protocole s'il y a un problème. Et aujourd'hui, on a 800 millions de dollars de dépôts sur ce fonds de protection, et avec une stratégie de protection qui peut permettre ce qu'on appelle un slashing, donc aller puiser jusqu'à 30% des fonds qui sont en réserve là-dessus pour aller couvrir des dettes potentielles du protocole. Donc aujourd'hui, on a plus de 250 millions de dollars de fonds de protection qui sont là pour couvrir s'il y avait un hack, s'il y avait des emprunts qui n'arrivaient pas à être remboursés, etc. Ce qui fait que au final, on est on est le protocole avec le fonds de protection le plus grand de l'écosystème. On est probablement 10 fois plus grand que le numéro 2 du secteur qui est Compound. On est 50 fois plus grand que MakerDAO, puisque eux, ils ont 4 millions la dernière fois que j'ai regardé. Donc ça permet aussi de stabiliser un petit peu les choses. Après, est-ce qu'il faudrait $1 de fonds de protection pour chaque dollar de dépôt? Bah ça c'est une question qui est aussi ancienne que la finance. Par exemple, dans le monde de la finance traditionnelle, les accords de Bâle, etc., on est plutôt sur 8% des risques. Donc pas 8% des dépôts comme beaucoup le pensent. Genre il y a 8% 8 euros dans les banques pour 100 euros dans leur bilan comptable. En vrai, c'est une question de risque, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas si grave. Euh, donc aujourd'hui, on est sur cette stratégie-là d'avoir les gens qui possèdent l'actif, qui possèdent le protocole, qui dirigent le protocole, et aussi, s'ils le souhaitent, peuvent staker et participer à la protection du protocole. Donc porter cette responsabilité en échange d'avoir les revenus du protocole finalement. Donc voilà, c'est vraiment cette idée d'assurance interne plutôt que d'assurance externe. Unslash, c'est vraiment cette idée d'avoir une assurance externe. Moi, je pense que les deux sont complémentaires. C'est-à-dire que qui assure l'assurance? Donc peut-être que Unslash assurera le safety module de AV, mais on verra là-dessus. Qui assure l'assurance? C'est toujours la question ultime, et j'avais eu d'ailleurs une discussion avec Philippe Denoyer à propos de l'assurance Cover Protocol qui permettait d'assurer Balancer alors que les fonds de Cover étaient dans Balancer. Donc c'était assez marrant ce questionnement de comment ça fonctionne en fait derrière, et qui fait quoi, et comment on assure qui avec quoi. Pour revenir un petit peu sur les layers 2, comment ça fonctionnerait concrètement? Par exemple, j'ai une dizaine d'Ethers sur mon MetaMask. J'utilisais à l'origine Uniswap pour faire des swaps avec beaucoup de frais. Là, j'ai un layer 2 qui me permet de faire la même chose avec beaucoup moins de frais. Est-ce qu'il faut que j'envoie mes Ethers sur une autre blockchain, sur un layer différent? Comment ça fonctionnerait pour les s'envoyer de l'un à l'autre? Si un protocole utilise un layer et l'autre un autre, comment ça fonctionnerait pour avoir cette interopérabilité? Alors ça dépend de ce qu'on utilise. Et la première chose que je vais dire, c'est que si vous entendez ce podcast et que vous l'écoutez à peu près quand on l'a fait, c'est-à-dire en janvier 2021, et peut-être que si vous l'écoutez en février 2021, bah bravo, vous êtes les derniers des pionniers de ceux qui font des choses techniques et complexes eux-mêmes, en utilisant MetaMask, en customisant éventuellement un port RPC, etc., qui utilise ces mots barbares. Parce que j'ai une certitude, c'est que tous les gens qui arriveront par exemple en juin 2021, et si vous nous écoutez à cette période-là, vous pourrez le confirmer ou l'infirmer, pour eux, ils ne vivront qu'en layer 2. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le settlement layer, le Ethereum layer 1, ou ce qu'on utilise aujourd'hui, ça va être réservé à quelques personnes
et vraiment entité, voire ça va être une industrie qui va servir à faire des arbitrages et des équilibrages entre les différentes solutions de Layer 2 pour faire ça, pour dire, bon, bah, là, en ce moment, sur Matic, les taux d'intérêt sur AV, ils sont à 1% moins chers que sur OVM. Bon, bah, je vais prendre des sous sur l'OVM et les déposer sur Matic ou inversement. Et vraiment, il va y avoir d'énormes acteurs qui vont faire des settlements au final, donc des compensations, hein, c'est le terme français, entre les différents layers 2 et généralement on va transférer plus 1 million, 10 millions, 100 millions de dollars sur Ethereum Layer 1. Et les gens, après, il sera toujours ouvert et décentralisé et accessible à tout le monde, hein, Ethereum Layer 1, mais les frais de transaction seront bien plus élevés, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que la communauté Bitcoin a compris il y a déjà des années, puisque bah, au début on disait le peer-to-peer cash system, hein, Satoshi Nakamoto, le fameux white paper, mais on s'est vite rendu compte que tout le monde allait pas pouvoir acheter son café sur Bitcoin Layer 1. Par contre, le Lightning Network, ça marche très bien aujourd'hui, hein. Si on veut s'acheter un café, voire envoyer 1 centime à quelqu'un sur Lightning Network, on peut le faire. C'est instantané et les fees sont très faibles. Et si les gens qui nous écoutent qui ont plus l'habitude du monde traditionnel veulent une comparaison, je pense que au final, aujourd'hui, la plupart des échanges monétaires pour les particuliers, ils se font en carte bleue sur le réseau Visa, sur le layer Mastercard, sur le layer Amex, etc. Et on n'est pas, quand on va à la boulangerie, à s'échanger un titre de dette d'Arcade 2 entre l'Union européenne et la Société Générale et le LCL qui est la banque de ma boulangère. Généralement, non, on utilise le réseau Visa et vous inquiétez pas, la boulangère, elle fera ses propres comptes, elle a un compte de commerçant au LCL qui lui-même fera ses propres comptes entre la BCE et la Société Générale et ils se parleront entre eux dans leur propre réseau de chambres de compensation. Ce sera exactement la même chose la blockchain. Et du coup, beaucoup de gens, si vous nous écoutez dans cet avenir proche, qui est le début de l'année 2021, il y aura plein de tutos, ce sera assez simple, on pourra switcher entre RPC, etc. Mon pari, c'est que dans 6 mois, vous serez pas là, vous serez pas sur le settlement layer, vous utiliserez ce qu'on appelle Ethereum, vous l'utiliserez pas, parce que sauf si vous avez plusieurs millions de dollars, ça n'aura aucun intérêt. Mais il y a des outils justement maintenant pour voir un peu les Ethers qu'on a payés en frais de transaction, c'est énorme. Mais je crois que tu disais que toi, c'était une quinzaine d'Ethers que tu avais utilisé juste pour payer les frais de gaz. Ça J'ai paraîtra plus de 20, ouais. Plus de disproportionné 20. et énorme pour les nouveaux qui arriveront sur Layer 2 et plus tard sur OTH 2.0 en fait. Exactement. Alors que les nouveaux, 20 Ether, ils préfèrent les avoir. C'est mieux. Ils préfèrent les accumuler et que ce soit leur épargne et je le souhaite à ceux qui nous écoutent de progressivement et selon leur jauge de risque d'accumuler des cryptoactifs plutôt que les dépenser en frais de transaction. Et c'est pour ça que le layer 2, et en fait les layer 2, parce qu'il y a plein de solutions qui vont exister, mais au final, les wallets switcheront de l'un à l'autre et on s'en rendra même pas compte, ou on ira dans ce que j'appelle les super hubs, donc vraiment des applications qui sont dédiées, qui vont vous permettre d'interagir avec plein de protocoles, mais sur le même site web. Un grand exemple de ça, c'est StakeDAO qui s'est lancé il y a quelques jours et qui a vraiment ce projet de reconcentrer la DeFi, pas la centraliser puisque ça reste décentralisé, mais reconcentrer la DeFi sur une interface qui est vraiment accessible à tous, où on peut aller voir ce qui se passe sur Yearn, ce qui se passe sur Curve, etc. Le tout au même endroit, et tout ça sur un layer 2, et du coup avec des frais de transaction qui sont minimes, parce que le but de la finance décentralisée, c'est que ce soit pas la finance des riches, des gens qui peuvent se permettre de payer 20 dollars de frais de transaction, mais que ce soit la finance pour tout le monde. Et c'est ça qui va faire passer ce club de riches, entre guillemets, de 500 000 à 1 million de personnes aujourd'hui, aux 20 millions de personnes qui arriveront en 2021. Et du coup, l'extrême majorité des gens qui utiliseront la DeFi en 2021 le feront sur Layer 2. Ça me fait rebondir sur quelque chose que tu avais dit durant un live de Cryptomatrix, puisque tu les animes, tu co-animes une partie des lives avec Cryptomatrix et Manu sur Twitch, on en parlera tout à l'heure. J'avais mon appareil posé à côté, je faisais autre chose en vous écoutant, et quand tu as sorti cette phrase, j'ai relevé la tête, et j'ai repris l'appareil et j'ai re-regardé le live, et tu disais en gros, c'est ton devoir de ne pas vendre tes cryptoactifs, et en l'occurrence tu parlais d'Ethereum, et si j'ai bien compris, tu disais, moi je préfère les placer et en tirer des rendements, plutôt que de les vendre, parce que mon devoir, c'est de les acheter, de les accumuler et de les donner à la génération future. C'est important comme point de vue, t'es convaincu.
Exactement. En fait, il y a ce mème, je sais pas si tu le connais, mais c'était vraiment un des anciens de la communauté Bitcoin, où t'as Neo et Morpheus. Donc là, c'est un peu Cryptomatrix aussi, mais t'as Neo et Morpheus, c'est Neo qui dit t'es en train de me dire que un jour je pourrais trader mes Bitcoins contre des millions, et Morpheus lui répond non, quand on sera prêt, t'auras pas besoin de le faire. Et you won't have to. Et c'est vraiment ça la défi en fait. C'est-à-dire que vos cryptoactifs, en tout cas c'est notre vision et peut-être que ça se réalisera ou pas, faites vos propres recherches, mais notre vision c'est que les cryptoactifs sont un capital, sont un patrimoine qu'on peut utiliser dans le cadre d'un emprunt ou dans le cadre d'un apport de liquidité pour le faire travailler et avoir cette vision que mettre son capital au travail et peut-être profiter juste du fruit de son capital. Donc au final, remettre ce qui était accessible à 0,01% de la population qu'on appelle les fameux rentiers, là ce sera accessible à 100%. Bien sûr, pourquoi accessible à 100%? Parce que sur Layer 2, même si on a 100 dollars, forcément on va pas en extraire un salaire, mais comme on est payé à chaque seconde et en stablecoin sur des frais de transaction peu élevés, peut-être que les 3-4 dollars qu'on va gagner sur l'année, ça payera un café. Mais mais vraiment que toute taille de portefeuille ait accès à ce type de stratégie qui autrefois était réservée seulement à une petite élite. Et, euh, et puis ne jamais vendre ses cryptos, ne jamais vendre ses cryptos, tout simplement. Il n'y a pas besoin. Pourquoi la personne qui en 2020 s'est dit j'ai du Bitcoin, je crois en Bitcoin, et j'en fais partie, hein, aujourd'hui ça vaut 5-6 000 dollars, ce qui était à peu près le prix pendant une majeure partie de l'année 2020. J'ai un besoin de liquidité maintenant. Bah non, je vais pas vendre mes bitcoins, je vais les transformer en WBTC pour qu'ils soient accessibles sur Ethereum, les déposer chez AV et emprunter en utilisant ces bitcoins comme collatéral. Au lieu de les dépenser, je vais plutôt emprunter du stablecoin qui est non spéculatif et le dépenser ce stablecoin, puis rembourser à moi-même cette dette progressivement. Comme ça, si le prix du bitcoin augmente, j'aurais mieux fait que de les garder plutôt que de les vendre. Ceux qui ont fait ce pari en 2001 sont plutôt gagnants. Et quel regard tu portes sur la BSC, la Binance Smart Chain, qui a priori est plus destinée aux petits porteurs. En tout cas, c'est majoritairement les petits porteurs qui y vont puisque les frais sont moins importants. Le jour où les Layer 2 sont présents et que Ethereum 2.0 vient, est-ce que la BSC aura toujours de la légitimité? Moi, je pense que on s'en rend pas trop compte parce qu'on vit assez cloisonné. On a l'impression qu'Internet c'est très ouvert, c'est ouvert sur le monde. Mais non, les gars, ce que vous utilisez, ce que vous regardez tous les jours, c'est l'Internet occidental, voire l'Internet français. Mais je peux vous dire, en Russie, il n'y a pas Facebook. Ils ont leur propre réseau social. En Chine, tout le monde connaît Tencent, Alibaba, etc. Les géants de l'internet là-bas. Et et je pense que va y avoir la même chose dans la blockchain, c'est-à-dire que va y avoir des géants culturels entre guillemets. Et Binance Chain, je pense que ils vont avoir leur place sur le secteur asiatique et ça va être un géant. Après, c'est moins décentralisé, très clairement. Hein. C'est pas décentralisé, même, j'irais jusqu'à dire là. Mais ils ont leur écosystème, ils ont leur application, ils ont leurs utilisateurs qui viennent naturellement de Binance, qui est le plus gros échangeur du monde en termes de volume. Donc, pour moi, il y a rien qui me choque particulièrement, même si par rapport à ce que j'ai envie de développer, ce que j'ai envie de contribuer, je trouve que la décentralisation, c'est trop important pour faire autant de compromis, pour avoir une expérience utilisateur plus simple. Alors, on parlait de tes cernes tout à l'heure. Comment on fait pour dormir à point fermé quand on participe à un protocole de finance décentralisé qui aujourd'hui a 3,5 milliards de TLV? Qu'est-ce que vous mettez en place pour assurer la sécurité de AAV et de ses utilisateurs? Moi j'ai des cernes parce que je travaille beaucoup, mais j'ai pas des problèmes de sommeil par rapport à la sécurité, puisque aujourd'hui AV c'est le protocole le plus audité de l'écosystème. Il y a eu 5 audits indépendants, donc avec des boîtes de sécurité spécialisées qui ont été réalisées sur le code du protocole. Il y a le plus gros fonds de protection de l'écosystème avec plus de 250 millions de dollars qui sont là au cas où il y a un problème. Euh, on,
aujourd'hui, il y a beaucoup d'intégration, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il y aura toujours un risque, hein, et peut-être que les gens qui nous écoutent écouteront après le grand hack d'AV. J'espère qu'il n'arrivera pas, mais peut-être. Et ils diront, ah, tu vois, t'étais un peu confiant, Marc. Donc, on peut jamais savoir, bien sûr. Mais a priori, c'est tout ce qui était humainement possible de faire pour assurer la sécurité de nos utilisateurs a été fait. Par exemple, le budget de sécurité de AV est supérieur à 1 million de dollars. On va pas communiquer le chiffre officiel, mais on peut communiquer qu'il est supérieur à 1 million de dollars par an, le budget sécurité. Ok. Question plus perso, les protocoles DeFi que tu trouves les plus prometteurs pour 2021. C'est ce qu'on appelle dans l'écosystème les blue chips. Blue chips, c'est une expression financière. Hein, c'est les actions. Traditionnellement, c'est les actions les plus intéressantes, celles qui se dénotent dans un portefeuille d'investissement. Et moi, c'est le fameux ASI Index. Donc les quatre les quatre valeurs qui me semblent le plus intéressantes, qui seront, à mon sens, celles qui vont le mieux performer sur le marché. Après, c'est une opinion personnelle, faites vos propres recherches. Donc, ASI, ça signifie AV, Synthetix, donc SNX, SushiSwap, donc qui est une alternative à Uniswap qui ne fait que grossir, qui a énormément d'innovation et qui m'intéresse au plus haut point, donc avec le sushi. Et le Y de ASI, c'est YEarn, avec le Wi-Fi token. Tu viens de parler justement d'un des tokens proposés par Powerpool que tu as en partie mis en place, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que tu penses justement de ces index de la DeFi tokenisée via Power Index? Qu'est-ce qui les différencie de, par exemple, DeFi Perp sur FTX? Oui, alors DeFi Perp, c'est un produit qui est très intéressant et très utilisé dans le secteur, hein, pour avoir une exposition au secteur. De toute façon, les indices, c'est quasiment aussi vieux que la finance. En tout cas, euh, c'est à l'époque de la Compagnie des Indes, au lieu de mettre tout son argent dans la cargaison d'un bateau, il y a des gens qui ont eu l'intelligence de dire, ah bah regardez, là j'ai une flotte, donc peut-être qu'il y a un bateau qui va tomber chez les pirates, un autre qui va se perdre en chemin, etc. Mais bon, bah vous aurez un pourcentage de cette flotte de bateaux, et lui il transporte du thé, lui il transporte, etc., etc. Et comme ça, vous aurez une exposition au secteur, et ça a été un succès fou. Et ça continue aujourd'hui. Aujourd'hui, ça arrive de plus en plus dans la finance décentralisée, parce que nous, on est marrant à utiliser 20 protocoles, à switcher d'une plateforme à une autre, faire des dépôts, faire des emprunts, faire du farming. Euh, Très clairement, 99% des gens, ils ont d'autres choses à faire de leur vie, et ils peuvent peut-être investir de l'argent, mais investir un temps infini, c'est pas forcément possible. Et du coup, avoir ces portes d'entrée, ces valeurs d'exposition à un secteur, c'est quelque chose qui est intéressant pour quelqu'un qui souhaite se constituer un portefeuille qui représenterait, en dehors de toutes les actifs qui sont non numériques, hein, parce que je pense qu'un investisseur qui agit en bon père de famille, il va pas tout mettre dans la crypto, mais la crypto, ça va être un pourcentage seulement. Et dans ce pourcentage crypto, va y avoir le géant du secteur, le Bitcoin, l'alternative la plus intéressante, Ethereum, et pourquoi pas une part de finance décentralisée. Et au lieu de faire des recherches, moi c'est mon métier à plein temps, hein, je passe probablement 60 heures par semaine, et encore si je suis conservateur, à étudier ce qui se passe dans la défi, et pourtant je comprends 3% de ce qui se passe. Et si je m'arrête pendant une semaine pour partir en vacances, je suis complètement largué. Donc les gens qui ont un boulot et qui travaillent 35 heures par semaine, ils ont peut-être d'autres choses à faire que passer 12 heures par jour sur crypto Twitter. Et ça c'est normal. Et du coup, avoir accès à, par exemple, l'index ASI, ça va permettre en un seul achat, en un seul échange, en achetant un seul token, d'avoir cet accès aux quatre plus gros acteurs de la finance décentralisée, en tout cas les quatre plus prometteurs à mon sens, et ça va concentrer l'idée derrière ASI, c'était de concentrer l'exposition, donc concentrer le risque pour concentrer le reward potentiel, puisque c'est deux notions qui sont liées, hein. Il n'y a pas de gain sans risque, etc. Donc là, c'est d'avoir quelque chose qui soit plus concentré, donc plus risqué potentiellement, et donc potentiellement, éventuellement plus performant, comparé à DeFi Perp, qui représente 25 actifs différents, dont des actifs que personnellement, je douterais de leur légitimité dans quelque chose qui s'appelle défi. Donc voilà. Donc
Et le truc qui est la petite touche en plus de ACI, c'est que en fait, on va les faire travailler ces actifs. Donc on a du AV, du SNX, du sushi et du Wi-Fi. Et du coup, le AV va être stacké dans le safety module pour produire un rendement. Le SNX va avoir des stratégies d'optimisation en imprimant du SUSD, l'apportant sur Curve, le protocole Curve, etc. Le sushi va être stacké pour toucher une partie des frais de transaction de tout ce qui se passe sur la plateforme SushiSwap, etc., etc. Et tout ça, ça va se faire en coulisses, mais directement sur les smart contracts du token, qui vont permettre d'avoir un revenu passif en plus de son exposition au secteur. Donc, et tout ça en une seule transaction, en une seule acquisition d'un seul actif qui va faire tout ça. Et si on le voulait faire nous-mêmes, on pourrait, bien sûr, mais il faudrait faire passer beaucoup de temps à faire des recherches et aussi payer pas mal de frais de transaction pour aller exécuter toutes ces actions. Là, on a vraiment une économie d'échelle puisqu'on a un smart contract qui va le faire au nom de tous les utilisateurs. Une question sur la transparence des protocoles DeFi. Est-ce que tu penses qu'à terme, tous les protocoles proposeront leur comptabilité, je sais pas comment on pourrait appeler ça, au grand public? Nous, on le fait chaque semaine. Donc, on a une newsletter. Vous pouvez aller sur av.com et vous avez le weekly report. Donc, on affiche tous les revenus du protocole, tous les dépôts du protocole, les sujets de gouvernance et potentiellement IP, donc votes à venir dans la semaine qui sont présents. Le tout en une feuille A4 avec des jolis graphiques. Et j'invite tous les gens qui s'intéressent à AV à s'inscrire à cette newsletter qui est bien sûr complètement gratuite. Et on a Alexandra qui est francophone. Et que pourquoi pas inviter si on veut mettre un petit peu plus de féminin dans nos médias blockchain, qui est notre head of risk, qui est actuaire de formation, donc qui est vraiment qui faisait ça dans la finance centralisée avant de passer à la finance décentralisée, et qui écrit cette newsletter et qui fait un thread sur Twitter chaque semaine également, qui va détailler un petit peu toutes les lignes de revenus et de dépenses entre guillemets du protocole. Et ça, je pense que c'est vraiment un changement énorme par rapport à ce qui existait autrefois, parce que vous imaginez le CIC publier toutes les semaines l'ensemble de ses positions financières, avoir une telle transparence, c'est quelque chose de complètement inédit dans la finance, et je pense qu'en termes de confiance, ça aide énormément. C'est-à-dire que si on a toutes cette vision-là et tous ces comptes ouverts, cette politique carte sur la table et révélée, je pense que ça aide à la confiance des utilisateurs. Deux questions sur le protocole AAV. Vous avez eu il y a quelques semaines une licence d'établissement de monnaie électronique qui permet notamment au protocole de fournir des services de paiement clés au même titre que ceux de Coinbase ou Revolut. Qu'est-ce que ça apporterait au protocole? Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être très visible aux yeux du public. Alors, première chose, c'est pas le protocole qui a eu la licence, puisqu'un protocole est décentralisé, ce n'est pas une personne morale, en tout cas pas reconnue actuellement. Je fais le pari que d'ici 10 ans, ce sera le cas, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et du coup, c'est AV Holding Limited, qui est une entité enregistrée au Royaume-Uni qui a obtenu cette licence. Pour l'instant, il n'y a rien de visible par les utilisateurs et par le grand public qui est sorti par rapport à cette licence, mais on peut communiquer que cette année, et plutôt que les gens pensent, il y a des choses très visibles et très utilisables qui arriveront entre les mains de la plupart des Européens. L'idée, c'est de proposer des produits, des services financiers directement aux utilisateurs et faire des passerelles, vraiment créer des ponts entre le monde fiduciaire et le monde de la finance décentralisée. Parce que le DAI, c'est bien, le Bitcoin, c'est bien, l'Ether, c'est bien, mais au bout d'un moment, faut payer son loyer. Et la deuxième question, qui est un peu compliquée parfois également, c'est votre roadmap chez AAV pour 2021. Déjà, la scalabilité, faire en sorte que Ethereum, enfin que la DeFi ce soit pas un club de riches. En tout cas, nous ça a jamais été développé comme ça. Ça l'est devenu sur le très court terme et dans l'histoire récente d'Ethereum parce que ça a été victime de son succès entre guillemets. C'est-à-dire il y a tellement de gens qui veulent utiliser ces services financiers qu'ils sont prêts à
se battre et en réenchérir les uns sur les autres pour avoir une place dans un bloc de la blockchain. Ça, c'est des choses qui vont être réglées en ce début d'année 2021. Et la deuxième chose, c'est vraiment ce qu'on appelle la finance sans frontières, seamless finance. C'est créer plus de ponts avec les autres protocoles de la finance décentralisée, donc plus d'intégration, se dire que en fait dans le futur il y aura pas d'utilisateurs d'AV, il y aura pas d'utilisateurs d'Uniswap, d'utilisateurs de Balancer, de Wi-Fi, de Curve, etc. Il y aura des utilisateurs de la DeFi parce que au final on aura créé des ponts et des possibilités et des opportunités avec la plupart de ces protocoles. Donc un proof of concept qu'on avait fait l'année dernière sur la version 1 du protocole qui permettait d'utiliser les jetons d'apport de liquidité dans Uniswap comme collatéral chez AV avait eu pas mal de succès d'estime avec plus d'1 million de dollars de dépôt alors que c'était quelque chose d'assez expérimental et dans une période très jeune de la DeFi, donc au début de l'année 2020. Ça, c'est quelque chose qui va revenir sur AV, mais sur la version 2, avec une expérience utilisateur beaucoup plus simple et qui va être répliqué en termes de synergie avec la plupart des protocoles. Donc, il faut s'attendre à beaucoup de nouvelles opportunités d'utiliser des actifs comme collatéral chez AV et d'emprunter de nouveaux types de collatéral chez AV, et aussi l'arrivée du monde réel, de ce qu'on appelle les real world assets, donc les actifs plus traditionnels dans la DeFi, avec le premier pont qui est créé avec Realty, donc pouvoir utiliser de la tokenisation immobilière, de l'exposition à des biens immobiliers aux États-Unis actuellement, comme collatéral, et vraiment hypothéquer ces tokens de maison directement sur AV. Ça, c'est quelque chose qui sort au début du mois prochain. Et c'est vrai que ça ramène sur une autre réflexion que j'avais avec Token Breeze il y a quelques jours, cette interopérabilité que vous allez avoir avec les Layer 2 qui va vous replonger un peu dans ce que vous avez connu il y a quelques années avec la DeFi à une époque où tous les protocoles ne communiquaient pas entre eux. C'est un défi qui vous attend là, cette interopérabilité avec les layers, différents layers qui viendront se mettre en place dans quelques semaines, quelques mois sur Ethereum. Oui, AV, on a mis en place et pour l'instant, on a inventé la technologie de ce qu'on appelle la credit litigation. Pour simplifier, c'est un produit financier qui est un peu complexe, mais qui permet de déléguer une ligne de crédit à une tierce partie. Donc vraiment, si vous avez des dépôts chez AV, vous avez un pouvoir d'emprunt chez AV. Et bien, beaucoup de gens, ils déposent, mais ils n'ont pas forcément envie d'emprunter parce qu'ils sont là en idée d'avoir un revenu passif sur leurs actifs. Et en fait, ce pouvoir d'emprunt peut être mis à disposition d'une entité, une tierce partie. Et en fait, ce que les gens ont peut-être pas encore réalisé, c'est que cette tierce partie, en fait, ça peut être de l'apport de liquidité, de l'équilibrage entre les différents layers 2. Et se servir de cette liquidité disponible sur un layer et sur un autre layer pour faire des ponts entre les différentes activités. Tout ça, c'est extrêmement complexe et technique, entre guillemets. Mais en fait, c'est ce qui va rendre et refusionner, entre guillemets, tous ces layers entre eux, dans le sens où ce sera toujours des entités séparées d'un point de vue technique, mais il y aura des ponts et à ce que j'appelle les time travel loans, donc vraiment des possibilités de se téléporter d'une solution à une autre avec des frais qui sont assez peu élevés. Et en fait, on revient un petit peu dans l'organisation de comment ça se passe dans la finance traditionnelle, puisque effectivement, sur le papier, votre carte bleue qui est liée à un compte LCL, bah, vous payez avec des euros LCL pour simplifier les choses. Et si vous payez chez un commerçant qui a la Société Générale, bah, ça communique pas directement entre eux, puisque bah, votre argent, c'est une ligne dans une case d'un tableau Excel chez LCL, alors que votre boulangère, c'est une case dans le tableau Excel de la Société Générale. Et en fait, il y a tout un tas de systèmes qui sont assez complexes, mais qui marchent très bien, et du coup, on s'en rend pas compte, et d'ailleurs, on sait même pas que ça existe, qui vont faire des compensations entre ces différentes choses pour faire en sorte que, bah, en fait, la LCL doit tant à la Société Générale, donc au final, à la fin, quand on fait la compensation, il n'y a pas besoin de transférer autant de fonds. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille extrêmement activement et qui vont rendre l'expérience extrêmement intuitive à tout le monde. Et en fait, c'est quelque chose auquel je crois énormément, c'est que toute technologie suffisamment avancée devient invisible parce qu'elle est naturelle et on l'utilise et on se pose même pas la question. Aujourd'hui, vous allez sur av.com ou facebook.com, google.com,
vous posez pas la question de ce que c'est un domain name service, de ce que c'est le protocole TCP/IP, le protocole UDP, il y a un port 80 dans votre ordinateur. Personne se pose ces questions-là, à part les gens qui sont spécialisés là-dedans ou qui ont créé ou qui ont contribué à ça. Pourquoi? Parce que c'est tellement bien avancé aujourd'hui Internet qu'on le sert sans se poser la question. La DeFi, on arrive à ce niveau-là cette année. On arrive à la fin de notre échange et j'aurais une question un peu moins technique et un poil plus philosophique à te poser. Est-ce que tu te rends compte de la puissance du changement social, technologique certainement, et tous les secteurs que ça pourrait bouleverser cette DeFi qui est en train d'arriver doucement mais sûrement aux yeux du grand public? Bah, en fait, le truc, c'est que ils ont pas besoin de comprendre toute technologie suffisamment avancée, tout service suffisamment avancé et suffisamment intuitif devient invisible. Et c'est vraiment le cœur de notre esprit chez AV. Et d'ailleurs, notre logo, c'est un fantôme. C'est vraiment cette idée-là, hein, le Ghost Protocol. C'est-à-dire, un fantôme, normalement, tu peux pas trop le voir, etc., mais il est quand même là. Et cette idée d'être une interface financière. Et je pense que on refait cette interview dans 5 ans, dans 10 ans, et on pourra peut-être lister tous les services que tout le monde utilise et qui utilise la DeFi sans le savoir. Je pense que vraiment on est en train de créer une infrastructure financière qui aura sa place dans la finance en général, et qui sera utilisé par énormément de gens sans le comprendre. Moi, je pense pas que les gens vont tous s'intéresser à ce qu'est une blockchain, vont s'intéresser à ce que c'est le consensus de Nakamoto, le proof of stake, etc. 98%, ils utiliseront sans savoir et ça ira très bien pour eux, quoi. T'as pas besoin de faire du bruit et de brûler des voitures pour faire des révolutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont moins de 35 ans, il y en a de plus en plus et ça grandit à chaque jour, qui ont leur compte chez N26, Monzo, Boursorama et pas à la Société Générale. Et en fait, ça, c'est une révolution qui est énorme parce que ces néobanques qui ont su prendre leur place et continuent de prendre des parts de marché, et bientôt va y avoir les DeFi banques entre guillemets, même si le terme banque est peu adéquat dans cette situation. Et en fait, ce vase communicant vont se faire assez naturellement. Moi, je pense pas que ma mère, qui a plus de 60 ans aujourd'hui, utilisera la DeFi un jour, ou en tout cas directement ou en pleine conscience. Mais par contre, ce que je suis sûr, c'est que tous mes neveux qui ont moins de 25 ans actuellement, mes cousins, etc., eux, quasiment leur premier compte, ce sera sur la DeFi. Et ils auront jamais un compte dans une banque. Parce que en fait, c'est à mon sens, et en tout cas c'est le pari que je fais, et c'est pour ça que j'y consacre tant de dizaines d'heures par semaine, c'est que on remplace, on remplace la finance traditionnelle, et on est là pour proposer quelque chose qui est plus efficient, et au final qui bénéficie plus aux individus qui l'utilisent. Réflexion intéressante et qui se rejoint un petit peu avec l'épisode bonus de notre dernière série qui est sortie il y a quelques jours. Quelle place pour Bitcoin dans la prochaine crise économique? L'échange que j'ai eu avec Idriss Aberkan qui termine cette série justement sur la meilleure technologie, c'est celle qui ne se voit pas. On termine cette interview, Marc, avec ton fond d'écran. Alors moi, enfin ton fond d'écran, non, ton fond juste derrière toi. Moi, j'en ai pas. Toi, t'en as un qui est très beau, avec pas mal d'easter eggs qui sont cachés. Est-ce que tu peux nous faire le tour rapidement de ces petites cachettes et des protocoles qui sont affichés en fait juste derrière toi depuis le début? Attends, je me pousse. Donc, hop. Je suis pas de Miss PTO, hein, donc je suis pas très fort à pointer. Donc là, c'est AV, bien sûr. Loopring, une solution de Layer 2 que je n'ai pas citée, mais qui est extrêmement intéressante, avec le token LRC. Bact, une institution qui est assez intéressante, qui a fait pas mal de bruit en 2019. Faudra qu'il se réveille en 2021, parce que pour l'instant, c'est un petit peu en dessous. OpenSea, la plus grande place de marché des NFT. On a DYDX, grand échangeur décentralisé. Compound, qui est caché un peu par là. Je suis pas sympa, mais bon, c'est Compound, voilà. YEarn, qui est présent ici. On a SNX également. Et je crois que j'ai tout fait. Oui. Donc voilà, les acteurs de la finance décentralisée, le futur de la finance.
Ça va, tu t'en es bien sorti. Le monde d'après, le fameux, peut-être une partie du monde d'après en tout cas. Et si on veut te retrouver du coup sur Twitter et puis sur le Twitch de Cryptomatrix. Et si on veut me retrouver, bah Twitter, je raconte plein de bêtises en permanence. C'est ça. Et donc le Twitch est www.twitch.tv/TheCryptomatrix si je dis pas de bêtises. Merci beaucoup Marc d'avoir répondu à toutes nos questions sur la DeFi, la finance décentralisée et tous ces défis qui l'attendent sur 2021. Une très belle année en tout cas qui s'annonce à en croire ce que tu nous dévoiles et ce que tu nous dis. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner sur Twitter ou Telegram le nom de d'autres interlocuteurs ou même des sujets que vous aimeriez voir traités dans ces hors-séries. D'ici là, vous connaissez la réplique, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.